sempre all'ascolto di Radio Corsia Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour, on va parler livres une nouvelle fois sur RCI avec la 6e édition des rencontres littéraires Librimonde qui vont débuter ce vendredi. Pour en parler, le président de cette association, Sébastien Bonifay. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue à RCI. Alors, comment on va parler un petit peu de la genèse de ce festival. Comment est venue l'idée de faire ce festival il y a 6 ans? En fait, il prend la suite d'un autre festival qui n'a duré que 2 années parce que c'était quand je tenais une librairie avec mon Napoléon. ami et associé Pierre Négrel, la librairie Les Deux Mondes, et on avait fait avec Dominique Mattei, qui était à l'époque à Una Volta, un festival qui s'appelait Una Volta Due Mondi, et on a fait 2 éditions. Et la 3e édition, on a fermé la librairie. Et moi, j'ai changé donc de braquet, je suis revenu à mes premiers amours, au journalisme, mais j'avais quand même envie de continuer parce que ça allait beaucoup me manquer, les livres, sincèrement, je le savais. Et donc, je me suis dit, on va continuer, mais je me suis dit qu'il fallait changer de nom parce que l'équipe n'était plus la même, parce que Librimonde n'existait plus, parce que les Deux Mondes n'existaient plus, parce qu'il n'y avait plus Una Volta. Et donc, même si Dominique, elle est toujours dans l'équipe. Et donc, on s'est dit, moi, je me suis dit tout de suite, on va continuer, mais on va changer de nom. Donc, on a réfléchi. Mais sinon, la formule est la même. Le premier festival, il y avait plus d'auteurs. On commençait le jeudi, mais ça faisait beaucoup, 12 auteurs, et donc on est revenu à 7. Et là, je pense que la formule, on ne l'a pas changée une fois depuis c'est vrai que éditions. Mais c'est un festival qui a un vrai visage, un ton particulier, en fait. Vous lui donnez ce ton avec l'équipe. Mais moi, je suis toujours étonné. À la fois, je suis content qu'on me dise ça, mais je suis toujours étonné parce que je me dis que c'est exactement comme ça que devrait être un festival littéraire. Alors, je ne dis pas que nous, on fait un festival littéraire parfait, mais il me semble que loin de là d'ailleurs, mais il me semble qu'un festival littéraire, il doit d'abord être comme ça. Il doit d'abord donner envie aux gens de venir, donner aux gens envie d'acheter les livres, les mettre à l'aise. Ils montent, ils regardent, si ça leur plaît pas, ils s'en vont. On va pas leur faire passer d'examen. S'ils n'ont pas lu le livre, c'est pas grave. Les livres, c'est pour tout le monde. Moi, je crois vraiment, et la culture, ça ne doit pas être réservé à une certaine catégorie de gens qu'on voit, qu'on croise à peu près à tous les pince-fesses, à tous les festivals, à tous les... Nous, on a essayé, bien sûr que ces gens-là, on les accueille très volontiers, parce que sans eux, qui sont le socle de base, on n'existerait pas. Mais il faut élargir. Il faut que les gens se sentent à l'aise. Et moi, je suis ravi quand quelqu'un vient, qu'il ne lit pas beaucoup, et que je le revois 1 ou 2 ans après, et qu'il lit. Voilà, et il y en a un que j'ai croisé il y a quelques années à la librairie, qui lisait peu, et que maintenant je croise dans d'autres festivals sur le continent. Il aime tellement ça que maintenant il part même voir d'autres festivals. Et je trouve que ça, c'est la meilleure récompense. Donc voilà, nous on essaye pour répondre à la question, on essaye vraiment de donner cette ambiance-là, de mettre les gens à l'aise, mais pour autant de laisser la littérature au centre des débats, vraiment, mais de la rendre accessible et de donner aux gens envie de lire. Alors ça marche puisque... En moyenne, lors des conférences et des rencontres, il y a entre 200 et 300 personnes, donc c'est quand même beaucoup. Ça, c'est quand même les têtes d'affiche, on va pas se mentir. Mais je dirais qu'en moyenne, c'est vrai on a fait même 350 personnes avec Robert McLeod-Wilson, avec Jérôme Ferrari, mais Jérôme Ferrari, c'est différent. Parce que, et c'est vrai, et Florence Aubenas, et il y a eu pas mal d'auteurs où on a fait des chiffres comme ça qui sont énormes, parce que il ne faut pas se mentir, réunir 300 personnes autour d'un livre, enfin, c'est miraculeux à notre époque, même pas qu'à notre époque, parce que pour avoir fait des festivals, pour avoir fait des dédicaces en librairie, c'est pas souvent comme ça. Et donc nous, on estime qu'on a beaucoup de chance. Mais sinon, oui, c'est en moyenne 100 et 100 personnes qui viennent, qui écoutent, et surtout, je le dis toujours, qui s'en vont et qui achètent les livres. Je le dis, je le répète, mais c'est pas nous qui vendons les livres, c'est pas nous qui encaissons l'argent, mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens repartent en ayant eu envie, à la fin de la rencontre, d'acheter le livre, de lire. Mais ce qui se passe aussi, c'est que maintenant les gens vous connaissent, ils savent que vous faites venir des têtes d'affiche, comme vous dites, vous faites venir d'autres auteurs, donc ils vous font confiance. En fait, ils vous disent, s'ils vous font venir cette tête d'affiche, ils font venir quelqu'un à côté, d'autres à côté, c'est que c'est quelqu'un, c'est une personnalité. Ça me fait plaisir que vous le disiez, Philippe. Non, moi, je l'entends comme ça, et je pense que beaucoup de gens le ressentent comme ça. Il y a une confiance qui se... ils font venir, on va aller le voir, parce que... C'est une référence. C'est vrai que ça, on s'en rend compte. Et
C'est un peu, effectivement, c'est un peu ça, c'est un peu comme un label en fait. Maintenant, Voilà. Librairie Monde, et c'est pour ça qu'on a fait des autocollants, parce que les librairies à Bastia jouent le jeu, même si, parce qu'on fait tourner nos partenaires, c'est jamais les mêmes, c'est les librairies de Bastia, donc, mais ils jouent le jeu, même quand ils ne sont pas partenaires, ils font une espèce de podium avec les livres bien avant le festival. Et on colle un autocollant dessus, Librairie Monde. Et c'est vrai que les gens, ils y font plus attention. Alors, je me dis que ils ont plutôt été contents. Après, comme on essaye de faire un festival extrêmement divers, nous, la seule chose, c'est que ce sont des auteurs qui nous plaisent vraiment. On n'a pas de compte à rendre sur la programmation. C'est fantastique, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, c'est un vrai luxe. Donc, on invite des auteurs, d'abord parce qu'on pense que c'est des auteurs de très bonne qualité. Pas parce qu'on se dit qu'ils vont faire venir beaucoup de monde. Parce que sinon, aujourd'hui, on pourrait vraiment inviter des auteurs qui en feraient venir plus. Mais voilà, des auteurs qui en font venir plus et qui sont d'une vraie qualité littéraire, c'est James Ellroy. On l'a fait une fois, il y avait 800 personnes. On ne peut pas le faire tous les ans. Mais ce n'est pas le plus important. Vraiment, ce n'est pas le plus important. C'est que les gens, moi, quand je demande à la fin aux libraires combien ils ont vendu de livres, et que je vois qu'ils ont vendu à peu près la moitié, voire des fois plus, de livres par rapport au nombre de gens qu'il y avait, je me dis que c'est gagné vraiment. Vous êtes toujours d'accord sur la programmation? Alors, on a une règle qui est fluctuante. Hein, parce que comme le reste de l'équipe va m'entendre, je suis obligé de dire qu'elle est fluctuante, mais... Non, il faut en général qu'il y ait 2 personnes qui l'aient lu et qui soient d'accord. Parce qu'on a nous aussi des goûts assez divers. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas notre festival. Parce que si je faisais un festival pour me faire plaisir, je ne penserais pas aux autres littératures. Et il m'est arrivé, je ne dévoilerai pas les noms, de recevoir des auteurs dont moi je n'étais pas très fan. Mais il y a une vraie différence qui nous est au cœur de cette réflexion. C'est que pour nous, et c'est encore une fois une question de goût, parce que trop longtemps, j'ai oublié de le préciser, et on a souvent dit que j'étais un peu trop catégorique. Il y a les mauvais écrivains, il y a les écrivains dont on n'aime pas la littérature. Ce sont 2 choses différentes. Et vous avez des littératures auxquelles vous n'êtes pas sensible, et pour autant, vous êtes obligé de reconnaître que c'est une bonne littérature. Et là, il faut les inviter quand même. Et s'il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui dit « moi, je pense que c'est très bien », bon, alors là, on fonce. Après, évidemment, on n'a que 7 auteurs, alors... On peut penser que c'est assez facile, mais comme on a essayé de... Maintenant, on reçoit des auteurs de l'étranger, comme le Cubain Padour qui vient exprès en Corse, de la Havane, ou Yves Lotine qui vient exprès des États-Unis. On essaye de trouver aussi un équilibre, et parfois il y a des auteurs qui nous glissent entre les doigts, et donc là on est obligé de faire une entorse à la règle. Et parfois c'est vrai que moi je pense à un auteur et je me dis celui-là il irait bien, et l'équipe la plupart du temps elle a la gentillesse de me faire confiance, et donc voilà. Mais souvent on lit pendant l'année, on discute et après ça se décide. Alors c'est une édition qui va être entre guillemets normale, on sort du Covid, on retrouve un petit peu le rythme d'avant. Alors miraculeusement, on a vraiment eu de la chance, mais je continue à le dire, mais ça va nous porter malheur. Mais je pense qu'on a vraiment de la chance à Librairie Monde, parce que le Covid, on est passé entre les gouttes. Ouais. Mais le festival, je veux dire, la première année, il me semble, 10 jours après le festival, on est reparti dans un second confinement, si je me souviens bien. Les gens sont venus, ils nous faisaient confiance. La date est bonne, voilà, la date on ne la changera pas, c'est pas faux. Mais voilà, on était en extérieur, les services de la préfecture, la mairie, le musée, ils ont tout joué le jeu, on a fléché, on était en extérieur, on respectait les distances. Les gens n'ont pas eu peur, il n'y a pas eu moins de monde, parce qu'ils avaient besoin aussi, les gens qu'on leur propose un peu des activités, parce que vous êtes enfermés tout le temps. Et donc on n'a pas été... Et même les auteurs, il y a un auteur qui a annulé, qu'on avait beaucoup envie d'avoir, c'est Jean-Paul Dubois, parce que Jean-Paul Dubois, il est très sensible à ces choses-là. Voilà, la maladie, ça l'inquiète beaucoup, et donc il n'a pas voulu venir, mais on ne désespère pas de le faire venir un jour. Mais effectivement, on pourrait penser qu'on revient à la normale, mais on n'a pas... Oui, on est un peu plus soulagé, parce que je dis ça avec le recul, mais quand on a vu arriver le festival, on n'était pas serein, parce qu'on s'est dit, il peut nous tomber n'importe quoi dessus, puisque c'est ce qui est arrivé à tout le monde. Donc pendant 2 ans, c'est qu'il nous tombait n'importe quoi dessus. On a eu de la chance, mais aujourd'hui, on attaque un peu plus serein, quoi. Alors, avant de parler des différents auteurs qui vont être invités, il y a aussi un objectif que vous vous fixez, c'est de faire rentrer la lecture chez les jeunes qui, malheureusement, peut-être parfois délaissent un peu la lecture. Donc, vous avez des opérations avec les jeunes de prévues. Alors ça, c'est très étonnant ce que vous dites. Il faudrait une émission spéciale pour en parler, parce que ça dépend de ce qu'on entend par jeune. Je parle lycéen, collégien. Oui, c'est ça. Ben voilà, c'est un peu la période où ça devient compliqué. Parce que les jeunes, ils se sont pas détournés de la lecture. Moi, qui n'ai pas encore d'enfant,
je vois des enfants avec des tablettes, des trucs, tout. Je me dis, mon Dieu, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et puis après, vous regardez les chiffres de vente, et ceux qui tirent l'édition française, c'est la littérature jeunesse. Ce sont les livres jeunesse. Donc ces gens-là, ils lisent. Les enfants, ils lisent. Ce qui est très dur, c'est de passer le cap. Au moment où vous sortez de la littérature jeunesse, enfin même pas de la littérature jeunesse, oui, des livres pour enfants, et où vous passez dans l'adolescence, et où vous ne considérez plus que vous êtes pour un enfant, que vous êtes un enfant. Et les maisons d'édition, elles ont eu longtemps du mal à se trouver, parce que les ados, ils ont envie qu'on les considère comme des adultes, donc on a inventé des séries young adultes, tout ça, c'est des caractéristiques. Bon. Mais passer le cap, c'est très difficile, parce qu'à un moment, à 15, 16, 17 ans, parfois, enfin moi, c'est ce à quoi j'ai beaucoup cru quand j'étais libraire, c'est qu'à un moment, d'abord, les enfants, il faut les laisser lire, les adolescents, il faut les laisser lire ce qu'ils veulent, ça c'est sûr. Et il ne faut pas avoir peur de leur conseiller des livres pour adultes. Parce qu'ils sont capables de les lire. Et que s'ils ne comprennent pas tout, quand même, ça va les éveiller petit à petit et ça va s'affiner. Et donc, voilà, effectivement, la difficulté, c'est ce moment-là. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors là, le Covid nous a imposé un vrai problème, puisqu'on est en partenariat avec la médiathèque Barberine d'Oriane, qui est juste à côté. Et Jocelyne Cast, mais pendant 2 ans, on n'a pas pu. Parce que là, en revanche, le Covid, allait dire aux lycéens, vous allez venir, et allez dire aux parents des lycéens, et allez dire aux professeurs, et allez dire... Bon. C'est délicat. Donc, on l'a pas fait. Et cette année, on ne peut pas non plus, parce que j'aurais aimé que ce soit Willy Vlotine, l'auteur-écrivain, mais c'est juste qu'on a eu un problème de traducteur. On n'a pas le traducteur qui est là à ce moment-là. Donc, c'est très compliqué. Je ne veux pas dire du mal du niveau des lycéens en anglais. Il y en a qui sont très bons, mais j'ai peur qu'une conversation en anglais, ils aient un peu du mal et ils ne décrochent pas au bout d'une heure. Donc, on ne va pas le faire. Mais à partir de l'année prochaine, on va vraiment le faire, on va le refaire, on va le repenser différemment. On fera la rencontre le lundi matin. On ira, pendant l'année précédente, régulièrement dans les lycées pour rencontrer les élèves qui vont venir, discuter avec eux, leur expliquer quel est l'auteur. Et plutôt que de faire une rencontre autour d'un livre, on a pensé qu'il valait mieux désormais faire une rencontre autour de la littérature et autour du parcours de l'écrivain. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les écrivains qui fonctionnent, mais je pense que quand vous avez un écrivain qui vient et qui vous raconte, comme on voulait le faire cette année pour Louis Vlotine, qu'il est né au milieu du Nevada, dans le désert, mais dans le nord du Nevada, c'est-à-dire le désert sous la neige, qu'il a grandi, il n'a pas fait d'études, il a vraiment vécu comme ces personnages, et que malgré tout, il est devenu écrivain, il a été adapté 2 fois à Hollywood, il est devenu compositeur, auteur, chanteur et guitariste d'un groupe qui tourne dans le monde entier qui s'appelle les Richmond Fontaine, et maintenant d'un nouveau qui s'appelle les Delights. Je pense que ça va leur montrer que les écrivains sont des vraies personnes. Ça a l'air bête à dire, mais souvent on a l'impression c'est pas mon milieu, c'est pas moi, c'est pas fait pour moi, c'est pas... Non, ils ont grandi comme vous, parfois ils aiment les mêmes choses que vous, et voilà. Et pour autant, enfin, c'est pas réservé à une certaine catégorie. Je dis ça autant pour les lecteurs, quand on parlait tout à l'heure du style de littérature et des rencontres littéraires, que pour la littérature en elle-même. Les adolescents, ils doivent comprendre que... Moi, je sais pas, il y a un exemple qui me frappe toujours, c'est que j'ai toujours aimé lire, mais quand j'avais 14 ans, j'ai lu ça de Stephen King. Et c'est la première fois qu'il y avait... Pourtant, à 14 ans, vous avez envie de faire des choses. Il n'y avait rien d'autre que j'avais plus envie que de rentrer chez moi et de retrouver le livre. Et ça, quand vous l'avez connu une fois, que ce soit à 14 ans, à 7 ans, à 20 ans, à 30... Il n'est jamais trop tard. C'est comme les gens qui disent « je ne vais pas apprendre à jouer du piano, il faut le faire quand on est petit. » C'est pas vrai. Si vous avez envie de le faire, vous le faites. Vous lisez. Le jour où vous ressentez ça, vous n'arrêtez plus jamais de lire. Vous lirez parfois moins parce que vous n'avez pas le temps. Mais quand vous aurez goûté ce sentiment-là, c'est fini. Vous serez un lecteur ou une lectrice toute votre vie. Et ça... Il faut essayer par tous les moyens, mais par tous les moyens qui ne sont pas des moyens dictatoriaux, pour employer un terme qui est un peu radical. Il faut le faire comprendre par l'exemple. Voilà. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire à propos du traducteur. Vous poussez le professionnalisme, le détail, à faire venir les traducteurs des auteurs. Ça, vous y tenez aussi, c'est important. Alors, c'est pas tant qu'on y tient, parce que nous, on pense vraiment que en Corse, il y a des talents dans tous les domaines, et que, voilà, moi c'est pour ça que j'ai toujours tenu à ce que les rencontres, ce soit les gens de Librimonde qui les fassent, qui les animent. Voilà. Et ils ont prouvé, l'équipe, qu'ils savaient le faire à la perfection, et d'ailleurs c'est même, je le dis vraiment sans fausse modestie, parce que ça nous est revenu plusieurs fois, c'est même désormais connu dans les maisons d'édition et dans les autres festivals. Bon. Et donc je tiens à leur rendre hommage.
j'ai pas eu envie de faire venir. On a eu des propositions de journalistes littéraires. Il y en a qu'un, mais parce que c'est Grégoire Leménager qui est un des rédacteurs en chef de l'Obs, qui est notre partenaire depuis le début. Lui, il vient tous les ans, mais ça fait 2 ou 3 ans qu'il fait même plus de rencontres parce que chaque fois, il se propose très gentiment, mais on lui a dit, on va le faire nous. Les traducteurs, on a essayé, ça s'est bien passé, mais c'est très compliqué parce que traducteur d'une rencontre littéraire, c'est pas comme traduire même un texte ou traduire. C'est un exercice qui est très compliqué. Et en plus de ça, il vaut mieux que le traducteur ou la traductrice connaisse l'œuvre. Parce que sinon, il va avoir du mal à resituer. Oui, c'est pour ça que Et donc, voilà, c'est vrai que... Alors, Philip Aronson, qui nous fait toutes les traductions des Anglais et des Américains, lui, ne connaît pas... n'est pas toujours le traducteur des auteurs qu'on reçoit, mais lui, il est écrivain et traducteur, en revanche, et traducteur de livres aussi. Et en plus de ça, il prépare bien à l'avance, il demande qu'on lui envoie les livres et tout ça. Et là, effectivement... la traductrice de Padour qu'on reçoit, c'est une traductrice parce que c'est la première fois qu'on reçoit un auteur qui va parler en espagnol, puisqu'il est cubain. Et on s'est dit, il vaut mieux, même pour lui, il va être plus à l'aise. Donc on a fait venir sa traductrice, celle qui le traduit dans les rencontres et les festivals en France depuis des années. Parce qu'il va être plus donc ça va être plus confortable pour lui. Alors justement, on va parler des invités de ce Leonardo Padura. Lui, c'est un Cubain qui, malgré ses écrits, a souhaité rester quand même dans son pays, c'est ça ? Je sais pas, ça peut peut-être parler aux Corses et aux insulaires de manière générale, parce que la Corse n'a pas connu l'histoire politique de Cuba au XXe siècle, loin de là, mais vous êtes attaché à votre terre et vous avez du mal à partir, et je pense, on lui posera la question, parce que il n'a jamais écrit que sur Cuba. Oui. Et il n'a jamais voulu partir. Et je pense que c'est un auteur qui est reconnu dans le monde entier, puisqu'il est sur la liste des prix Nobel possibles, des Nobelisables, comme on les appelle depuis quelques années. Il a eu le prix Princesse des Asturies, qui est le plus grand prix remis par le roi en Espagne, le plus grand prix de littérature en langue hispanique. C'est-à-dire pas que les écrivains espagnols, les écrivains de langue hispanique en Amérique du Sud et tout ça. Bon. Et bien malgré tout, il reste là-bas où c'est plus difficile, où il est publié, mais où il n'est pas vraiment connu. Il peut se promener dans la rue. Mais il veut rester là-bas parce qu'il est attaché viscéralement et qu'il a aussi une maison à Madrid. Il y vient de temps en temps, mais je pense, d'ailleurs, il commence à être âgé puisqu'il a plus de 70 ans. Il ne partira jamais de Cuba, jamais. Étienne Kern, lui, c'est un primé aussi. Étienne Kern, oui, c'était son premier roman. On l'avait lu avant qu'il soit primé puisque il a eu le prix du premier roman, du Goncourt, du premier roman 2022. Et ça vient bien après le Goncourt. Et nous, dès le début, quand c'est sorti, mais c'est Jérôme Garcin qui est venu l'année dernière, qui était invité, qui est l'animateur du Masque et la Plume, qui m'en a parlé et qui avait trouvé ça formidable. Et donc, moi, je suis allé le lire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on invite des gens qui sont connus, mais on invite aussi des auteurs en devenir, même si c'est déjà un vrai écrivain. La preuve, c'est qu'il a eu le prix du premier Goncourt, le prix du premier roman, mais... il faut aussi faire plus connaître les auteurs qui sont moins connus. Et Étienne Kern, il a écrit plusieurs livres. Il est jeune, il est plus jeune que moi, il a 39 ans. Il est professeur à Édouard Herriot, en Cagne, à Lyon. Et il a écrit plusieurs livres sur la littérature. Il a écrit un livre sur les haines d'écrivains, qui est passionnant et assez drôle. Un livre sur le tu et le vous, que pour le coup j'ai trouvé fascinant, où il prend tous les exemples. Il explique pourquoi la France c'est plus compliqué qu'ailleurs. Pourquoi ce tu et ce vous, comment on se situe par rapport à ça. Et voilà, il a écrit plusieurs livres qui étaient des livres qui tournaient autour de la langue et de la littérature. Et là, il s'est lancé dans un roman. Et ça a été un vrai succès. Et il a trouvé, moi, ce que je trouve le plus fascinant, surtout quand vous vivez en permanence au milieu de la littérature, c'est d'arriver à trouver votre langue, votre propre style. Dès le début, il a vraiment fait. Alors, vous parliez justement d'auteurs connus, et lorsque vous aviez présenté ce festival il y a quelques semaines, vous avez mis justement en avant Séverine Chevalier, qui n'est pas très connue et qui mériterait pourtant, de par ses écrits, à être plus connue. Alors, Séverine Chevalier, là, c'est la preuve que je ne suis pas un dictateur à libre monde, et c'est que moi, je ne l'ai pas lu, mais qu'en revanche, Bénédicte Just, qui fait partie de l'équipe depuis le début. Alors, c'est assez noir. Alors, c'est noir. Ça peut être classé dans le... Ça peut être classé dans le roman noir, même si ce n'est pas un roman noir comme on l'entend, les polars, les meurtres et tout ça. Mais il y a eu plutôt une espèce de mélancolie, de côté très, très âpre, plus que noir. Mais elle est moi, j'ai rarement vu Bénédicte aussi enthousiaste depuis très longtemps en lisant un livre. Et moi, quand c'est le cas pour un des membres de l'équipe et que je les vois aussi enthousiastes, je leur fais confiance totalement. Je ne vais même pas lire le livre. Je me dis, ça vaut le coup parce que je commence à vraiment les connaître, à savoir
comment il se situe littérairement. Et tous les gens à qui j'en ai parlé, les anciens auteurs qu'on a reçus, enfin les auteurs qu'on a reçus lors des anciennes éditions, ils étaient tous extatiques en disant mais vous allez voir, mais c'est fantastique, mais tant mieux, il faut en parler, comment cette femme n'est pas plus connue. Et donc je me dis, là voilà, là on a vraiment un rôle à jouer. Et si, parce qu'il faut savoir que les auteurs et les autrices, la plupart en France, ils ne vivent pas de leur plume, ils vendent très peu de livres. Quand vous regardez les chiffres de vente des écrivains, même ceux dont on connaît le nom, ils sont souvent très bas. Et je me dis, voilà, le fait de faire venir dans un festival, d'en parler, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que les gens vont venir et que, comme souvent, ils vont être très intéressés, ils vont acheter le livre, ils vont en parler autour d'eux. Et voilà, c'est une petite pierre, mais c'est quelque chose de plus. Et je pense que c'est vraiment notre rôle aussi. Ça serait trop facile de n'inviter que des auteurs qui sont très connus. Et la plupart du temps, c'est pas vrai, parce que Padour, par exemple, c'est un auteur qui est extrêmement reconnu, mais c'est pas un auteur qui vend 1 million de livres à chaque fois qu'il en sort un. Donc voilà, c'est plus la qualité et plutôt la renommée, en fait, que la popularité des auteurs. Alors, il y aura de l'humour aussi avec Pascal Fioretto. Pascal Fioretto, je continue à le dire, mais pour moi c'est un vrai génie, parce que ce qu'il fait, je trouve ça terrible, parce que Pascal Fioretto, il fait des pastiches. Et les pastiches, c'est toute la différence avec la parodie. La parodie, c'est plus facile. Le pastiche, je pense que le pastiche, il faut un vrai talent d'écrivain. Et il faut un talent d'écrivain hors norme. Parce que être capable de repérer l'éthique, les recettes, les manières d'écrire d'un auteur ou d'une autrice, les thématiques, et d'arriver à écrire quelque chose qui leur ressemble totalement, mais qui ne soit pas un simple décalque, où il y ait toujours ce pas de côté, qui fasse que c'est très très drôle, et même jubilatoire, et même parfois jubilatoire avec, comment dire, quand on le lit, avec une jubilation un peu cruelle, parce que il y a des auteurs qui le pastichent et qu'on n'aime pas beaucoup, et il le fait avec une telle férocité qu'on se dit, voilà, pour faire simple, vous avez certains auteurs, certaines autrices dont on parle beaucoup dans la presse, et quand on lit les chroniques, les critiques et tout, on se dit, mais c'est bon, on ne parle pas du même auteur, c'est pas possible, parce qu'on trouve que c'est des auteurs qui sont très surfaits, pour dire le moins. Bon. Et quand vous lisez ça, vous avez l'impression d'être vengé, en fait. Vous vous dites, je ne suis pas seul. Lui, il a compris, en plus, il a vu les mêmes choses que moi. Mais je dis ça, mais il le fait peu. Il y a pas, quand je dis que c'est féroce parce qu'il a le mot juste et il a l'œil. Mais il a pastiché des auteurs qu'il adore. Et le dernier, c'est Hervé Le Tellier, le dernier qu'il a pastiché, qui est le prix Goncourt qu'on reçoit le même soir. Il l'aime beaucoup. Ils sont très amis. Mais en fait, il ne le pastiche pas tant lui que d'autres auteurs. En fait, il a pris l'intrigue de l'Anomalie, qui se passe dans un avion. Bon, il y a 1,5 million de personnes qui l'ont acheté, donc maintenant l'histoire, mais je la résume très très vite. Ils sont dans un avion entre la France et les États-Unis, et il va se passer quelque chose qui fait que... Non, d'ailleurs, je veux pas, si des gens l'ont pas lu, je ne veux pas le révéler, mais oui, néanmoins, il a pris ce truc, c'est un peu comme The Twilight Zone, vous vous souvenez, la 4e dimension, il y a quelques années, où il y avait l'étrange, le bizarre qui rentrait dans le quotidien. Et lui, il a fait ça, mais en imaginant que ce n'est pas dans cet avion, mais que c'est dans le train qui amène tous les écrivains de Saint-Germain-des-Prés à Brive. Et ça s'appelle le train du cholestérol, parce que là, ils ont déjà plein de charcuteries, ils descendent, ils boivent, et si vous voulez, ils descendent là-bas un peu pour faire, c'est un peu Tintin au Congo, quoi. On va voir la province et on va... Bon. Et lui, et chaque chapitre est écrit par un auteur différent. Enfin, ou en tout cas, il fait le pastiche d'un auteur différent. Et ça raconte la même histoire, mais c'est fantastique. C'est à mourir de rire. Vous avez... Sylvain Tesson, vous avez Joël Dicker, et il le fait avec un talent. On a hâte de le voir. Matt Saleh Haroun aussi, qui lui sera présent. Oui, le dimanche. Matt Saleh Haroun, c'est un auteur qu'on est vraiment très très content de recevoir et qui nous intrigue parce que il est connu pour les gens qui aiment le cinéma parce qu'il est d'abord metteur en scène, il est franco-tchadien. Et il a eu plusieurs prix. Il a eu le prix du jury, ou le grand prix du jury, je crois, à Cannes. L'équivalent à la Mostra de Venise, qui n'est pas rien. Et on ne savait même pas qu'il était écrivain, en fait. Il a écrit 2 livres chez Continent Noir, qui est une collection de Gallimard. Et moi, j'ai lu le dernier au mois de janvier, par hasard, vraiment par hasard. Parce qu'on me l'a envoyé et que je me suis dit, tiens, ça m'intrigue. Parce que le titre m'intriguait, ça s'appelait Les Curreptiles. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Et je l'ai lu et ça a été une révélation. J'ai trouvé ça fantastique. Et donc, il a en plus été ministre de la Culture au Tchad pendant 6 mois avant de jeter l'éponge.
Il y a plein de choses à raconter parce que L'écu reptile, il raconte l'histoire vraie. Alors, il en a fait un roman d'un nageur qui part C'était au JO de Sydney, Sydney en 2000 et qui était lui de Guinée-Bissau, Guinée-Bissau peut-être, je crois. Et il a été sélectionné pour aller faire la natation, sauf qu'il ne savait pas nager. Et il a appris genre en 2 ou 3 mois dans un bassin d'un hôtel continental qui était réservé aux Blancs, et on lui laissait l'accès entre 5h du matin et 6h du matin pour pas qu'il dérange les touristes. Bon, bref. Et on se souvient tous de cette vidéo qu'on voit encore sur YouTube, qui a été vue à des millions d'exemplaires, où il ne sait pas nager, en fait, vraiment. Il barbote, on a l'impression qu'il va se noyer. Et c'est terrifiant, parce que tout le monde arrive, tout le monde en rit encore, les commentateurs rient. Et personne, en tout cas peu de monde, s'est posé la question de savoir mais qu'est-ce qu'il a amené là, et lui, qu'est-ce qu'il a vécu à ce moment-là. Et Mohamed Saleh Haroun, alors son ambition littéraire est bien plus large que ça, mais il a pris cette histoire-là pour la raconter, en changeant le pays, il ne cite pas le pays. Et c'est fantastique parce que ça raconte un pays, ça raconte des communautés, comment elles vivent, comment ça se passe, les liens extrêmement compliqués entre le pouvoir et le peuple, et la manière dont c'est intrinsèquement lié, et dont tout ce qui est fantastique dans ce livre-là, c'est qu'on se dit mais en fait tout est très compliqué. Voilà. On aura la chance aussi d'avoir une personne qui a une double casquette. C'est un auteur et en même temps un musicien. Oui, ça, moi, ça fait des années que je voulais le recevoir. On reçoit beaucoup d'auteurs américains, ça c'est vrai, parce que ça c'est un peu notre tropisme, on aime beaucoup. Ça nous réunit à Livre Monde. mais Willy Vlotin, oui, moi je le trouve fantastique, c'est un auteur de chez Albin Michel. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand je disais pourquoi j'aurais aimé qu'il rencontre les lycéens. Willy Vlotin, oui, il est écrivain, il a été adapté donc 2 fois au cinéma. Et d'ailleurs les 2 films sont très réussis, surtout le dernier qui s'appelle Lean on Pete. Ils n'ont pas traduit comme en français, où le livre s'appelle La Route sauvage. Et c'est un écrivain que je trouve fantastique. Un écrivain, et alors c'est très difficile de le détacher de l'auteur-compositeur et chanteur. Parce que d'abord, ce qu'il écrit et ce qu'il joue et chante et ce qu'il a enregistré, c'est très proche. Parfois, ça se répond. Et même ses livres, je lui ai dit une fois que je l'ai rencontré, parce qu'il est à Portland, et dans l'Oregon, et je lui ai dit, mais en fait, on dirait des chansons. En fait, le principe, l'histoire de départ, l'idée de départ pourrait suffire à faire une chanson, pas plus. Et lui, il arrive à en faire un livre. Mais il en fait un livre sans les tirer. Sans les tirer, il arrive à raconter, lui, il va dans les interstices, il raconte ce que les autres écrivains ne pensent pas raconter. Il ne s'embête pas à des descriptions qui sont juste faites pour montrer à quel point il sait bien écrire. C'est pas vrai. Lui, il va à l'os, il va à l'essentiel. Et il arrive à donner une force et une réalité au personnage, c'est bouleversant. Moi, je trouve que ce qu'il est capable de faire, c'est d'une simplicité. Quand on lit le livre, on se dit, mon Dieu, c'est d'une simplicité folle ce qu'il écrit. Mais sauf que je mets au défi quiconque d'arriver à écrire comme ça. Alors, il clôturera avec un concert, c'est ça? Oui, en plus de ça, il a accepté. Alors, il vient de finir une tournée en Europe, il repart au mois de novembre. Et alors là où on est très content aussi, c'est qu'il m'a dit, j'ai joué une seule fois en France. Parce qu'il joue ce qu'on appelle, pour faire simple, de la country ou de la alt country. Qui est la country alternative, qui est un mélange de country, de rock, de folk. Et la France, la country, elle a toujours regardé ça avec un peu de mépris. À tort, à mon avis. Et donc, il est venu, il m'a dit, moi, j'ai joué une seule fois dans un bar à Paris. Bon. Mais sinon, ailleurs, il joue partout. Il joue en Irlande, il joue en Espagne, il joue en Italie, il joue dans les pays de l'Est, il joue en... Et donc, c'est finalement le 2e concert qu'il va faire en France. On est très content. Et il vient exprès, donc il va passer 5 jours. Et je lui ai demandé, très simplement, parce qu'il y avait un lien entre ce qu'il écrit et ce qu'il chante, je lui ai dit, est-ce que ça vous embêterait de jouer quelques morceaux ? Et il a accepté, et donc on va faire la rencontre, c'est la clôture, effectivement, le dimanche soir. Ça, je précise, parce que c'est important, parce qu'on n'a jamais fait de concert, que le concert sera également gratuit, comme toutes les rencontres. Et il va faire lire, il a choisi une page de chacun de ses livres, pour que les gens, c'est pour vous dire à quel point ces gens-là pensent à beaucoup de choses. Il a choisi une page de chacun de ses livres, dont il a dit, comme les gens ne comprennent pas l'anglais, je veux qu'ils arrivent à rentrer dans l'état d'esprit et qu'ils comprennent un peu de quoi ça parle quand même. Donc il a choisi une page qu'on va lire en français, et à chaque fois, il va chanter un morceau derrière qui est en lien avec le livre. Et il va raconter un peu comment c'est venu. Et donc voilà, on est ravis parce que lui, seul avec sa guitare, allez voir sur YouTube, c'est quelque chose, quoi. Il a une voix extrêmement touchante.
extrêmement rugueuse. Et enfin bon, voilà, je suis très très fan et je suis ravi parce que quand je lui ai proposé, j'ai longtemps hésité et puis je me suis dit mais il va me dire non. Mais il a dit oui tout de suite. Il a dit la seule chose c'est qu'il faut que vous me trouviez une guitare gaucher parce que je suis gaucher. Et ça a été beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Oui. J'ai trouvé ça en Corse, je vous le dis. Oui, mais on a réussi grâce à quelqu'un que je remercierai jamais assez. Et voilà, il a accepté. Et puis il a dit, mais moi je fais ce que vous voulez, je joue le nombre de morceaux que vous voulez. Donc c'est fantastique, quoi. Et je pense que les gens, on va faire le concert aussi dans les jardins là-haut. Au moment où la nuit va tomber, puisque ça va commencer vers 7h15. Et je pense que ça va être vraiment un moment à ne pas manquer, vraiment. Alors on rappelle donc que ces rencontres débutent vendredi, ça se passe dans les jardins suspendus. À partir de... Ça dépend. Ça commence à 18h le vendredi, et après les autres jours, ça commence à 15h, et les rencontres sont toutes les heures et demie, en fait. 15h, 16h30, 18h, 15h, 16h30, 18h, et le vendredi à 19h15, il y a le concert. Avec entrée libre, bien sûr. Avec, bien sûr, entrée libre. Sébastien, merci beaucoup. Mais merci et puis beaucoup, on se retrouvera très vite pour parler d'autres aventures, parce que je suppose que vous avez encore plein de projets. Très merci à Auguste qui était à la technique. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.